éducative. Veuillez noter que nous enregistrerons pour publier sur notre chaîne YouTube. Donc, veuillez éteindre votre caméra si vous ne voulez pas être sur la vidéo. Au nom de ParCDT1, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à notre série éducative ParCDT1. Nous sommes ravis de vous présenter plus d'informations sur les dispositifs et les technologies liées au diabète et sur la façon dont il pourrait vous convenir ou convenir à vos proches vivant avec le diabète de type 1. ParCDT1 est un leader mondial œuvrant pour un monde sans diabète de type 1 grâce à la recherche, au financement et à la sensibilisation. Nous soutenons les personnes et les familles atteintes de DT1 dès le diagnostic en aidant les personnes atteintes à vivre une vie meilleure, plus saine et plus sûre, tout en travaillant à la recherche de traitements. Nous soutenons toute personne atteinte de DT1, quel que soit son âge ou son stade de développement, y compris la communauté adulte, souvent sous-représentée. En tant que visiteurs sur cette terre, nous souhaitons commencer en reconnaissant respectueusement que le Bureau national de ParCDT1 est situé ici, dans la ville de Toronto, historiquement connu sous le nom de Jacaranto, territoire visé par le traité numéro 13 et les traités Williams. Aujourd'hui, nous sommes situés sur les terres traditionnelles des Mississaugas du Crédit, des Anishinabeg, des Haudenosaunee et des Wendat. Les recherches et les activités de ParCDT1 se déroulent sur l'ensemble de territoires où vivent de nombreux autres peuples autochtones au Canada. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui vivent aujourd'hui sur ces territoires. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler aujourd'hui en tant que communauté et de partager ces terres alors que nous nous soutenons mutuellement et œuvrons ensemble pour un monde sans DT1. La série éducative propose l'information sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Il s'agit de notre dernier événement de l'année, mais nous serons de retour en février avec une séance d'information sur le diabète auto-immun latent chez l'adulte. Nous organisons également une série de connexions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois. Il s'agit d'une occasion non structurée de connecter avec d'autres personnes sans programme formel. La prochaine série de connexions aura lieu le 26 novembre, 19 h, heure de l'Est, et aussi le 26 novembre à midi, 12 h, heure du Pacifique. Nous sommes un assez grand groupe ce soir, on est rendu à 15, alors c'est bien. Alors, pour minimiser les bruits de fond, nous avons mis tout le monde en sourdine. Veuillez noter que nous enregistrons, encore une fois, pour poster sur notre chaîne YouTube. Donc, veuillez éteindre votre caméra si vous ne voulez pas être sur la vidéo. Il y a un bouton lever la main, donc si vous avez besoin d'éclaircissement pendant la présentation, vous êtes invité à lever la main, mais nous disposons également d'une fonction de chat et nous vous encourageons à poser vos questions dans le chat et nous essaierons d'y répondre si le temps le permet. Cette session sera enregistrée et pourra être partagée avec vous demain. Nous fournirons une adresse électronique de contact dans la fonction de chat si quelqu'un a des commentaires ou un retour d'information sur la session. Ce soir, nous discuterons ce que les dispositifs peuvent faire pour les personnes vivant avec le DT1, les récentes mises à jour des lignes directrices cliniques concernant l'utilisation des systèmes automatisés de délivrance d'insuline, ou AID, comment discuter des dispositifs avec les professionnels de santé, les avantages et inconvénients des systèmes en boucle et non en boucle, et plus encore. Alors, vivre avec le diabète de type 1 signifie prendre des décisions chaque jour, notamment sur la meilleure façon d'administrer l'insuline et de mesurer la glycémie. Nous espérons que cette séance vous apportera de l'information utile pour mieux éclairer et guider ces choix. Une période de questions et réponses sera également prévue, mais veuillez noter que nous ne pouvons pas répondre aux questions concernant la prochaine génération de dispositifs, ni offrir de conseils de santé personnalisés. Alors, je vous prie d'accueillir chaleureusement notre conférencière ce soir. C'est Preeta Krishnamurthy, MD, CM, professeur agrégé, département de pédiatrie et directrice formation médicale prédoctorale en pédiatrie. Alors,
Rita, je vous passe la parole. Bienvenue ce soir et merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce que le diabète, c'est une de mes passions. J'adore tous mes patients qui ont le diabète et surtout, je sais que ils sont tous mes héros. Et je trouve que tous mes patients sont vraiment géniaux et je suis vraiment je vais dire ça en anglais, I'm honored euh, que je suis la personne qui peut les accompagner durant leur enfance. Et aussi, je fais le suivi des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, j'adore ça dans ma pratique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir durant la prochaine heure? On va expliquer qu'est-ce que c'est le AAI et quels systèmes sont disponibles au Canada et à Québec, discuter les avantages, mais aussi les défis de l'AAI. On va aussi passer en revue les plus récentes lignes directrices de Diabète Canada et aussi discuter comment est-ce qu'on peut commencer la conversation avec votre professionnel de la santé si ça vous intéresse, l'AAI. Donc, on va commencer juste à faire des définitions et parler de la terminologie pour le pancréas artificiel. Donc, je pense que probablement vous êtes déjà quand même familier avec tous ces termes, mais on va juste les reviser vite, vite. Donc, un système de surveillance de glucose en continu, SGC. Ça, c'est comme le Dexcom ou le Libre. Le Dexcom, on a le G6 et le G7, tous les deux sont encore utilisés. Et le Libre 2 maintenant, et maintenant le 3 Plus est aussi disponible. Et ces moniteurs suivent la glycémie en temps réel. Et moi, je trouve que depuis que j'ai commencé en pratique, ça, c'était vraiment un gros game changer pour mes patients. Parce qu'au début, de tester la glycémie sur le bout du doigt et se réveiller des fois durant la nuit pour tester, c'était pas évident. Donc, les systèmes de surveillance du glucose en continu ont fait des gros pas en avance pour le traitement de diabète. L'administration automatisée d'insuline, AAI, ou le système hybride en boucle fermée, c'est quand on a une pompe à l'insuline qui donne l'insuline et on a un moniteur en continu, mais les deux se parlent. Donc, quand le moniteur en continu lit le niveau de glycémie, ça donne le signal à la pompe et la pompe est capable d'ajuster selon la glycémie. Donc, ça, c'est quand on parle de AAI, c'est ça qu'on peut dire. Il y a aussi des systèmes entièrement automatisés à plusieurs hormones, mais ça, c'est vraiment avec des bolus automatisés et aussi l'administration de glucagon. On n'est pas encore rendu là, donc aujourd'hui, on va vraiment parler du AAI. Donc, pour les options de traitement de diabète, d'habitude, quand on a un nouveau patient, on commence avec des injections d'insuline, des injections multiples. Dans le passé, des fois, on avait des patients qui prenaient seulement 2 injections par jour. Là, on ne fait plus ça. Tout le monde a un minimum de 4 injections par jour où il y a des bolus rapides pour chaque repas avec un basal prolongé. Le basal s'appelle le basaglar, la tresiba, l'antus. Donc, ça, c'est le basal. Et pour chaque repas, il y a une insuline rapide. Et cette insuline, ça peut être donné selon une échelle de glycémie ou ça peut être donné par rapport aux glucides qu'on mange avec une formule de correction pour corriger pour la glycémie. Donc, ça, c'est comme le standard où on commence tout le monde, c'est au minimum avec ça. Après ça, la prochaine étape, ça sera juste une pompe à l'insuline normale qui a un niveau de basal. Mais c'est différent que des injections parce que le basal, ça peut changer d'heure à heure. Au lieu d'avoir une piqûre, une injection, une basal stable pour 24 heures, on peut moduler le basal et programmer des basales différentes selon le temps de la journée. Et en plus, la pompe, il y a des bolus d'insuline rapide pour chaque repas. Et là, la personne qui porte la pompe doit dire à la pompe, je vais manger tant de glucides et la pompe va calculer
combien d'insuline à donner et c'est donné par la pompe. La prochaine étape, c'est quand on a une suspension prédictive en cas d'hypoglycémie. Donc, le principe là, c'est que la pompe à l'insuline, quand il y a une hypo qui s'en vient, ça suspend, ça arrête de fonctionner. Donc, ça s'appelle une suspension prédictive en cas d'hypoglycémie. Et la prochaine étape, encore plus avancée, c'est le AAI, où en plus de suspendre quand il y a des hypoglycémies, ça donne plus de basal ou des petits bolus quand les glycémies sont plus hautes. Donc, vraiment, un AAI, le système AAI, ça gère les hypos et les hyper pour vraiment optimiser le temps dans le cible. Donc, comme j'ai expliqué, il y a vraiment comme 3 choses importantes qui comprennent le système. Un, c'est le moniteur en continu qui teste la glycémie en manière continue. Là, il y a la pompe à l'insuline. Les deux se communiquent avec Bluetooth, mais dedans la pompe, il y a un algorithme qui gère, gère la communication entre les deux. Et l'insuline augmente ou réduit selon l'algorithme et selon la glycémie liée par le système de glucose en continu. À date, tous les systèmes de pompe à AAI recommandent qu'on doit entrer une estimation de glucides. Donc, il n'y a pas encore une pompe qui dit entre rien, ça va donner lui-même. Mais on va parler de ça si vous avez des questions plus tard. J'ai des patients qui le font sans mettre les bolus, mais idéalement, les pompes sur le marché recommandent que la personne rentre les glucides pour chaque repas et chaque collation. Donc, on dit a meal announcement, annoncer les repas. Ce sont quoi les systèmes qui sont disponibles au Canada? Donc, probablement, vous avez entendu parler de toutes ces compagnies. Donc, le Tandem ou le T-Slim, ça, c'est une pompe qui communique avec le G6 ou le G7. Une très belle pompe, mais il y a une tubulure, juste pour voir la différence entre tous les systèmes. Mais ça, c'est une super belle technologie. Il y a aussi le Ipsomed. Le Ipsomed, je dois dire qu'on a moins d'expérience avec celle-ci. Ce n'est pas couvert par le RAMQ automatiquement au Québec et probablement c'est la raison qu'on ne le voit pas autant. Mais peut-être de plus en plus, on va voir le Ipsomed. Aussi, un très bel système qui utilise le Dexcom aussi. Et cette pompe est couverte par certaines compagnies d'assurance. Il y a maintenant le Omnipod 5 qui est approuvé par Santé Canada et c'est jumelé avec le G6 ou le G7. L'Omnipod 5 pas encore couvert par le RAMQ, mais c'est couvert par des compagnies d'assurance. Donc, on commence doucement à avoir plus de patients qui sont sur le Omnipod 5. Et il y a aussi le Medtronic. Le Medtronic, pas comme les autres, ce système a son propre capteur. Donc, le capteur, ça s'appelle le Guardian. Donc, ça, c'est la différence. C'est aussi une pompe qui a une tubulure. La seule qui n'a pas de tubulure, c'est le Omnipod. Je pense que c'est très important à mentionner aussi le Do-It-Yourself Loop. Ce n'est pas approuvé par Santé Canada, mais on a beaucoup de patients qui utilisent le Omnipod Dash avec le Dexcom G6 ou G7. Donc, ça, c'est peut-être un peu, ça dépend de tous les hôpitaux et la familiarité des hôpitaux, mais nous, au Children's, on utilise souvent le Loop, même si ce n'est pas approuvé par Santé Canada. Et il y a une compagnie en Colombie-Britannique qui s'appelle BC Diabetes, qui sont experts dans le Loop Do-It-Yourself. Donc, ça, c'est aussi disponible parce qu'on peut avoir le Dash et on peut avoir le G6, mais c'est à la patient ou leur professionnel de la santé de les aider à créer le Loop eux-mêmes.
Donc, je vais présenter deux cas. Un, c'est un cas adulte, un, c'est un cas pédiatrique. Et on va revenir à ces deux cas à la fin. Le premier cas, c'est un homme dans les trentaines qui a une hémoglobine glyquée autour de 10 il n'a pas vu son endocrinologue depuis quelques années. Ça arrive, hein, surtout après la pandémie. Il y a des manques de suivi. Et lui, il a beaucoup de misère à faire ses bolus. Il oublie souvent ses bolus. Et là, il est intéressé par une pompe. Et là, on peut voir ces données. Son temps dans le cible est à 22 et souvent, elle est haute. 50 du temps, ses glycémies sont très hautes. Et on voit ça dans son reading ici, son AGP. Donc, ce sont quoi les obstacles à la mise en place d'un traitement par la pompe? Bien, des fois, on a peur parce qu'on veut que la personne peut faire tout parfaitement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en premier, il ne consigne pas ses doses d'insuline, il ne compte pas ses glucides. Et là, l'équipe dit ben, comment est-ce qu'on peut commencer une pompe si on ne sait pas comment déterminer les réglages initiaux de la pompe. Donc, il y avait une hésitation au début pour cet homme. Puis, on va revenir à lui plus tard. Le deuxième cas, c'est un patient qui est suivi chez nous, au Children's, un garçon de 13 mois avec une trisomie 21. Il était admis avec une acidoacétose sévère, première présentation de diabète. Et il a été déshydraté, admis aux soins intensifs. Il a eu beaucoup de complications avec un caillot sanguin dans son bras et puis il a dû avoir une amputation. Il est petit, hein? C'est un bébé de 13 mois avec une poids de 8,5 kilos. Et là, après le diagnostic, il avait des fluctuations très importantes de la glycémie, mais aussi, il avait des problèmes d'alimentation et il avait besoin des boires nasogastriques. Donc, un cas quand même très compliqué. Et pour lui, on avait peur parce qu'il avait beaucoup de fluctuations extrêmes de ses glycémies. Pour bien gérer ça, ça nécessitait plusieurs injections par jour, donc des injections fréquentes, comme 6 par jour. En plus, un jeune enfant comme ça, il n'était pas capable de dire quand il était en hypoglycémie. Donc, ça, il y a toujours un peur parce qu'on ne veut pas avoir une hypoglycémie sévère. J'ai mentionné tantôt, il avait un problème d'alimentation et aussi toute l'expérience d'être admis aux soins intensifs avec le caillot au bras, ça donnait un gros trauma pour la famille, donc pas un temps facile. Et à ce moment, on avait des obstacles. Un, c'était ses minuscules doses d'insuline. Et en plus, il avait une hospitalisation pour d'autres problèmes, notamment l'alimentation. Mais on a aussi dit qu'on peut utiliser ce temps pour faire de l'éducation avec maman, mais en même temps, c'est difficile de vraiment comprendre tout, surtout qu'on est dans une période de crise émotionnelle. C'est très, très difficile, un choc. Donc, psychologiquement, des fois, c'est difficile d'apprendre quand on vit quelque chose comme ça, c'est sûr. On va revenir à ces deux cas un peu plus tard. Mais juste pour dire, comme endocrinopédiatrique, je dois dire un petit mot sur le traitement de diabète de type 1 chez des très jeunes enfants. C'est difficile. Quand on parle des enfants en dessous de 6 ans, c'est très, très difficile. Pourquoi? En premier, leurs besoins d'insuline sont très, très, très variables et souvent, ils sont très sensibles à l'insuline. Donc, un tout petit changement, ça peut causer, de dose d'insuline, ça peut causer une chute de glycémie. Aussi, les enfants ont des habitudes d'alimentation imprévisibles. Un jour, il mange beaucoup, l'autre jour, il ne veut pas manger, il veut jouer. Des fois, on donne l'insuline, il commence à manger, puis il ne veut rien savoir après. C'est des comportements normaux qu'on voit chez les tout petits enfants. En plus, l'activité chez un jeune enfant, ça peut être très spontané et imprévisible. Pour les parents, il y a une grande peur en général des hypoglycémies, surtout durant la nuit. Et quand il y a des sondages qui ont été faits chez les parents, des gros sondages internationaux, la peur le plus fréquent chez les parents, c'est les hypoglycémies nocturnes. Et aussi, les enfants ne sont souvent pas capables d'exprimer quand ils sont en hypo.
Et là, ça met beaucoup sur les charges, une grande charge sur les proches aidants. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle du caregiver burnout. Donc, c'est pas évident. Les cibles glycémiques recommandées par l'ISPAD. L'ISPAD, c'est l'International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes. Pour les enfants, même les très jeunes, la recommandation, c'est d'avoir un hémoglobine glyquée en dessous de 7 %. Et je sais, je vois mes patients, c'est très difficile, même avec beaucoup de travail, d'avoir une hémoglobine glyquée en dessous de 7 %, c'est difficile. Et aussi, le cible, donc le temps dans le cible recommandé, c'est plus que 70 %, avec un time in tight range, donc un temps dans le cible plus serré de 50 %. Donc, ça, c'est les recommandations internationales par les experts en diabète pédiatrique. Mais là, est-ce que c'est possible d'atteindre? Ben, je pense que maintenant, avec la technologie qu'on a, on est capable d'avoir des hémoglobines glyquées dans ces cibles. Donc, on voit de plus en plus que c'est possible avec les nouvelles technologies. Donc, ça, je ne vais pas vraiment parler beaucoup sur ça, mais c'est une étude qui a analysé plusieurs petites études. Et il y avait plus que 1000 participants chez ces études. Puis, ils regardaient comme les bénéfices d'utiliser des systèmes AAI. Et le sommaire avec toute l'analyse de toutes ces données était que l'utilisation des systèmes AAI a permis une augmentation de 11 % de temps dans le cible. En plus d'améliorer le temps dans le cible, il y avait une réduction des hypoglycémies, donc une réduction de temps au-dessus de la cible et du temps sous la cible. Donc, ça, c'est des très bonnes choses. Donc, ça veut dire que les patients, en général, avec les systèmes AAI, étaient capables d'avoir un meilleur contrôle, mais sans avoir plus d'hypoglycémie. Actuellement, d'avoir moins d'hypoglycémie. Et donc, il y avait aussi d'autres résultats. Ça, c'est une autre étude qui vraiment a regardé les meilleures études contrôlées, randomisées, qu'on dit. Et cette analyse chez des adultes avec le diabète de type 1 a montré pareil que l'utilisation des systèmes de AAI a permis plus de temps dans le cible et une réduction de glycémie moyenne mesurée par leur moniteur en continu. Il y avait aussi un risque réduit de hypo- et hyperglycémie et moins de variabilité, donc moins de hauts et de bas. Et c'est très important maintenant. Dans le passé, on utilisait seulement l'hémoglobine glyquée pour vraiment regarder le contrôle, mais maintenant, le temps dans le cible est très important avec le temps plus en haut et en bas. Parce qu'on peut avoir des hauts et des bas avec une hémoglobine glyquée pas pire, mais c'est vraiment comme la variabilité dans le temps dans le cible aussi qui est très, très, très important. Donc, des études très positives. Et l'autre chose, c'est cette étude a démontré que les personnes qui commençaient avec un contrôle moins bon ont le plus de bénéfices. Mais tout le monde, malgré leur contrôle de base, a eu un bénéfice. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je dois dire, dans le passé, parce que là, quand j'ai commencé ma pratique, il n'y avait pas de pompe. Et maintenant, quand on a commencé les pompes, notre tendance comme clinique, et en général, c'était de prendre les patients avec le meilleur contrôle et c'était les meilleurs candidats pour la pompe. Mais là, quand on voit les études, c'est actuellement les personnes qui ont la plus de difficultés qui vont avoir la meilleure réponse, la plus grande amélioration. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas seulement penser aux personnes avec un hémoglobine déjà bon pour aller sur la pompe. On a changé notre vision et notre manière de faire et de travailler.
L'autre chose qui peut vraiment être intéressant pour des familles, c'est que l'AAI peut aussi réduire le fardeau par rapport à compter les glucides. Et même quand il y avait des études où, au lieu de rentrer exactement les glucides, si les patients disaient comme une estimation, OK, c'est un repas faible en glucides ou moyen ou beaucoup de glucides, même avec une estimation, le AAI était capable de faire le reste. Donc, peut-être ces systèmes AAI, il y a aussi le bénéfice de ne pas avoir besoin de compter tout parfaitement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Donc, maintenant, même avant avant, on attendait que tout le monde avait une décompte de glucides parfait avant qu'ils peuvent aller sur la pompe. Mais maintenant, on a changé et on essaie d'encourager n'importe qui, même s'ils ne sont pas super bien à compter les glucides, on est capable de les accompagner, même avec des estimations de combien de glucides ils prennent. Mais l'autre chose qui est tellement importante, puis des fois, on parle du contrôle, puis on ne parle pas de la santé mentale de nos patients et nos familles. Et pour moi, une des choses tellement importantes pour les patients et les familles, c'est la réduction de détresse liée au diabète. Aussi, avec des systèmes AAI, la réduction de la peur d'hypoglycémie, et quand on peut avoir en général moins de variabilité et des glycémies dans le C+, une amélioration de l'inconscience des hypoglycémies, mais vraiment une amélioration de la qualité de vie. Donc, j'ai beaucoup de patients qui disent qu'ils ne peuvent pas retourner aux injections après avoir vie avec un système AAI et avec une pompe à l'insuline. Et en plus, les systèmes AAI peuvent aussi améliorer la qualité du sommeil. Donc, est-ce qu'on peut simplifier la vie avec le AAI? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un AAI? Ben, chaque jour, on doit porter notre capteur, notre moniteur en continu. On doit annoncer les repas. Ça peut être des estimations, mais annoncer les repas idéalement et activer les fonctionnalités au besoin. Donc, il y a des modes exercice, mode sommeil et tout. Donc, idéalement, on doit activer ça. Chaque semaine, on doit changer le dispositif de perfusion, cartouche, le réservoir. Pour un omnipode, on doit changer ça tous les 2-3 jours, donc quelques fois par semaine. Et à tous les quelques mois, on doit commander des fournitures. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire. Mais quand on prend des injections 6, 7, 8 fois par jour, c'est beaucoup plus le fardeau. Donc, ça peut vraiment aider beaucoup un patient. Donc, peut-être vous pouvez mettre ça dans le chat, vrai ou faux. L'AAI offre de meilleurs résultats rapportés par les patients vivants, les personnes vivant avec le diabète de type 1 que la thérapie par pompe à l'insuline combinée au SGC. Donc, c'est vrai. Les personnes qui atteignent déjà leur cible d'hémoglobine glyquée et de temps long de cible peuvent aussi avoir d'autres bénéfices davantage en passant à l'AAI. Vrai ou faux? Donc, c'est vrai aussi. Comme j'ai dit, c'est pas seulement le contrôle qui est important, c'est aussi la détresse, la santé mentale, l'anxiété, tout ça est vraiment, vraiment important aussi. Et on voit que ces systèmes peuvent avoir un bénéfice. OK. Je vais voir si vous avez bien entendu. Je pense que vous comprenez déjà bien ça, mais juste
Une petite question, comment est-ce que les systèmes AAI ajustent-ils l'administration d'insuline en réponse au niveau de glucose? Est-ce que ça ajuste l'insuline basale selon le capteur et est-ce que ça peut administrer des bolus de correction? Ou est-ce que c'est B? Est-ce que ça administre il administre une insuline basale fixe chaque heure, peu importe le niveau de glucose? Est-ce que ça ajuste l'administration d'insuline uniquement lorsque l'utilisateur modifie manuellement les réglages? Ou est-ce qu'on doit faire des tests capillaires avant d'apporter tout ajustement? Donc, je pense que vous comprenez bien le concept de AAI et la réponse c'est A. Le système AAI est capable d'ajuster le basal et peut donner aussi des petits bolus pour corriger des glycémies hautes. Et ça peut arrêter tout quand on est en hypo. Donc, le système AAI est très intelligent. Et ça, c'est une question par rapport aux lignes directrices de 2025 que je n'ai pas présentées à vous, mais je vais vous enseigner avec ça. Donc, les lignes directrices, qu'est-ce que ça dit du Diabète Canada? Le AAI peut être proposé, peut être utilisé, devrait être proposé ou devrait être utilisé chez toutes les personnes vivant avec le diabète de type 1, pour celles qui sont disposées à porter l'appareil. Et la nouvelle recommandation, c'est D, devrait être utilisé. Donc, les recommandations par Diabète Canada, c'est que ce traitement est disponible et on doit vraiment utiliser ça chez tous les patients quand c'est possible. Donc, dans le passé, on avait des recommandations selon résultats glycémiques et non glycémiques. Hold on. Désolée, je vais retourner ici. Mais comme j'ai dit, ça devrait être utilisé chez tout le monde. Pourquoi? Pour améliorer les résultats glycémiques et les résultats non glycémiques. Et dans le passé, selon les recommandations, il y avait des suggestions à qui peuvent utiliser cette pompe, mais maintenant, ça dit, selon les recommandations, c'est vraiment pour tout le monde, peu importe leur contrôle de base. Mais ce sont quoi les défis liés à la technologie? Oh, je vais répondre à cette question après. Très, très bonne question que je vois dans le chat et on va discuter ça. Donc, ce sont quoi les défis liés à la technologie? Donc, financier, c'est sûr. Donc, chez les adultes, on sait qu'ici à Québec, si on est diagnostiqué après l'âge de 18 ans, on n'est pas couvert pour la pompe. Peut-être il y a des compagnies privées. Le RAMQ couvre seulement quand on est diagnostiqué avant l'âge de 18 ans et que tous les papiers sont signés avant l'âge de 18 ans. Donc, ça, c'est un vrai concern. Et je pense qu'on essaie d'avoir un meilleur couvrage universel pour tous les patients avec le diabète, malgré l'âge du diagnostic. L'autre chose, c'est porter plusieurs dispositifs. Donc, c'est sûr que j'ai des patients qui me disent, écoute, je ne veux pas porter quelque chose. L'idée d'avoir quelque chose sur moi, ça me dérange. Les adolescents, des fois, me disent, je ne veux pas parce que si je porte un crop top, je ne veux pas que quelqu'un voit mon moniteur en continu ou mon pod, par exemple. Donc, ça, c'est des vrais sentiments qui sont valides. Hein, donc, c'est normal que des fois, on ne veut pas ça. Et des fois, j'ai des patients qui disent qu'ils ne veulent pas ça parce que juste d'avoir quelque chose connecté sur eux, ça les dérange. Comme quelqu'un a mentionné dans le chat, et je n'ai pas bien tout lu, mais j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec le Dexcom G7 dernièrement. Donc, on a toujours une peur des problèmes techniques. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on perd le signal, quand les lecteurs sont inexacts et s'il y a une interruption de l'administration d'insuline. Donc, ça, c'est un peur très raisonnable. Perte de signal, je vais juste mentionner vite. J'ai des patients qui adorent leur G7,
Mais j'ai aussi des patients qui disent, écoute, avec le G7, je perds le signal trop, donc j'irai au G6. Donc, ça, c'est un vrai inquiétude. On doit aller avec la capteur qui a l'air de fonctionner mieux pour vous. Si on a un lecteur qui lit un chiffre puis ça ne va pas avec notre feeling, on dit toujours à nos patients de tester sur le bout de doigt et de calibrer. Ça, c'est important pour n'importe qui porte un moniteur en continu. On doit checker toujours si ça ne va pas. Si ça ne fait pas de bon sens, je me sens en hypo, mais ça ne me dit pas que je suis en hypo, mais teste avec le bout de doigt et on doit calibrer si il y a une différence, c'est sûr. Perte de signal, ça arrive. Mais avec la majorité des systèmes maintenant, quand la perte de signal est finie, ça recommence. Mais l'autre chose, c'est que s'il y a un signal perdu pour longtemps, la pompe peut aller en manual mode. Ça veut dire que la pompe est déjà programmée avec des basales et des ratios. Et si on perd le signal, quand même, ça continue à donner l'insuline selon les basales et programmées. Mais on doit juste, durant les périodes de perte de signal, on doit manuellement entrer les glucides corrigés, par exemple. Donc, si on n'est pas sur mode automatique, on doit utiliser la pompe comme insuline de base, mais on doit corriger nous-mêmes et tout. Donc, c'est pas un système parfait, mais ça arrive. C'est pas souvent nécessairement que ça perd signal, mais c'est une considération. L'autre chose, si une pompe arrête de donner de l'insuline, là, il y a un risque de développer l'acidoacétose plus rapidement parce qu'il y a seulement de l'insuline rapide dans notre système. Donc, si quelqu'un, la pompe déconnecte ou il y a un problème avec la site de cathéter, par exemple, d'habitude, dans quelques heures, le moniteur continue va signaler high. Et si ça signale high puis on ne se sent pas bien, mais première chose, essaye de corriger. Si ça ne marche pas, check les cétones, on lève soit le pod ou le cathéter, remplace tout le système. Donc, il y a des protocoles à suivre quand on a une glycémie qui dit high, puis on pense qu'il y a un problème de système de la pompe. Donc, juste pour dire que oui, écoutez, la technologie, c'est pas parfaite, mais il y a des protocoles à suivre quand vous êtes sur une pompe à l'insuline. Donc, et quand vous recevez une formation, même avec un système automatisé, vous devrez être capable de gérer ça juste en cas où le système ne fonctionne plus. Mais l'autre chose, c'est que souvent, j'ai des patients qui ont peur de suivre l'algorithme. Mais avec une pompe automatique, on doit avoir confiance dans le système et laisser faire l'algorithme pour vraiment que ça fonctionne bien. On dit « trust the system ». En pédiatrie en particulier, comme j'ai dit, beaucoup de patients qui peut-être ne veulent pas porter quelque chose. Et aussi risque d'acidoacétose, risque d'hypoglycémie. Est-ce qu'avoir un meilleur contrôle, on va avoir plus de glycémie? Mais si on voit qu'il y a plus d'hypoglycémie, ça veut dire que la manière qu'on les paramètres de la pompe ne sont pas bons, donc on doit ajuster. Donc, pour n'importe qui commence une pompe à l'insuline, surtout dans les premières quelques jours et semaines, on fait des ajustements fréquemment pour faire certain que les paramètres qu'on a mis dans la pompe sont bonnes. Parce qu'on ne veut pas avoir plus d'hypoglycémie. On veut avoir un meilleur contrôle, mais sans trop d'hypoglycémie. Donc, c'est vraiment important au début. Après le début de la pompe, on fait des ajustements très, très fréquemment dans les premières quelques jours. Et des fois, ce qu'on peut avoir chez les enfants, à l'école, à la garderie, des fois, les proches aidants ont peur de la technologie. Mais actuellement, quand on les enseigne, des fois, ils disent « Ah, c'est plus facile que de donner des injections. » Mais des fois, c'est une peur de la technologie nouvelle. Donc, si ça vous intéresse, la pompe à l'insuline, comment est-ce qu'on parle à votre médecin, votre infirmière?
Donc, première chose, c'est de comprendre un peu, ça veut dire quoi le AAI et qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Et juste d'ouvrir la conversation aussi, votre médecin ne l'a pas mentionné, votre équipe de soins n'a pas mentionné. Vous pouvez juste commencer la conversation. J'ai entendu parler des systèmes AAI. Pensez-vous que ça peut m'aider? Ça sera bon pour moi. Aussi, vous pouvez penser personnellement comment un système peut avoir un bénéfice pour vous. Et aussi, l'autre chose importante, c'est de savoir si votre clinique est expérimentée avec les systèmes AAI et des pompes à l'insuline. Donc, par exemple, au Children's, à l'hôpital de Montréal pour enfants, Sainte-Justine, des fois, on reçoit des consultations des patients dans la communauté qui n'ont pas accès à une clinique qui est à l'aise à la pompe. Donc, des fois, ça veut dire de transférer les soins à un centre où ils ont l'expertise de vous aider avec une pompe. Donc, quelle est la meilleure pompe pour moi ou mon enfant? Et souvent, je reçois cette question et mes patients me demandent, mais lequel? Dites-moi ce que vous pensez. Et je pense que c'est vraiment un choix individuel. Et ce que je dis à tous mes patients, c'est de rencontrer chaque compagnie. Même si dans votre tête, vous pensez que vous aimez une pompe, rencontrez toutes les compagnies, touchez les pompes, jouez avec, regardez. Donc, c'est tellement important de savoir tous les pour et les contre pour chaque pompe avant de faire une décision. Souvent, pour les enfants, un game changer, c'est tubulure ou sans tubulure. Je dois dire, ça, c'est quelque chose. Mais j'ai des patients pédiatriques où ça ne la dérange pas de porter une pompe avec tubulure. Donc, ça, c'est quelque chose de très personnel. Aussi, est-ce que les patients ont un capteur est-ce qu'ils sont vraiment super contents avec le Dexcom? Ils veulent rester avec le Dexcom, donc il y a des pompes qui vont avec le Dexcom, mais par exemple, le Medtronic a son capteur à lui. Donc, si un autre capteur, ça ne vous dérange pas, peut-être le Medtronic est pour vous. Donc, ça, c'est un autre facteur qui peut influencer la décision. Mais aussi la dose quotidienne totale de l'insuline. Donc, il y a des pompes où ils ont un minimum. Le Omni 5, c'est un minimum de 5 unités par jour. Il y a le Tandem. On doit avoir au moins 10 unités d'insuline totale pour activer le système Control IQ ou le système AAI. Donc, c'est ça, il y a tous des facteurs différents. Selon votre cas, vous devrez vous informer. Mais comme j'ai dit, rencontrez tout avant de faire votre décision parce que c'est une grande décision. Et quand on signe les formulaires pour une pompe, ça prend quelques années, on doit le garder avant qu'on peut le changer. Et chez un adulte qui n'est pas couvert, c'est une dépense d'argent aussi. Donc, vous devrez être bien dans votre choix. Donc, make a well-informed decision. Donc, on va retourner au cas. Donc, notre homme dans ses trentaines qui ne donnait pas ses bolus, qui avait une glycée de 10%, il a commencé un système AID et sa glycée est descendue à 8,3%. Il ne porte pas son capteur toujours, mais quand il le porte, ça va super bien. Pour lui, même s'il oublie ses bolus, la majorité de ses bolus sont des autocorrections. Ça veut dire que même s'il oublie, la pompe le corrige pour lui. Mais même s'il ne rentre pas tous ses bolus, ça marche quand même bien avec un temps dans le cible qui améliore. Donc, pour le cas pédiatrique, l'équipe a dit c'est un cas tellement difficile. C'était le garçon jeune avec cette famille qui était aux soins intensifs, des troubles d'alimentation et tout. Donc, finalement, l'équipe a dit écoute, pour lui,
lui mettre sur un AI, je pense que ça va être le plus facile pour la famille. Et finalement, ils ont profité de le temps dans l'hôpital pour mettre le système, de mettre la pompe, le système AI, tester ça dans un environnement sécuritaire et laisser la chance à maman de se familiariser avec la pompe sous supervision. Pour lui, il était sur des tellement petites doses d'insuline qu'on a dû diluer son insuline dans la pompe. Et maintenant, la famille est très, très, très heureuse de ses progrès. Il va super bien. Et là, le temps dans le cible est à 51%. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Vraiment des hypominimes et moins de variabilité qu'il avait. Et là, il est passé de 6 injections par jour. La maman était tellement stressée, on ne savait pas combien elle va manger. Et maintenant, avec ça, ça a vraiment réduit le fardeau pour cette famille. Donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que vous attendez quand vous portez un système AI. Et je pense que c'est important de savoir vos expectations. Mais je dois dire, première, c'est vraiment les inquiétudes constantes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre avec un système AI. Moins de planification, plus de liberté. Aussi, ça peut réduire le stress familial, moins d'inquiétude à la part des parents, surtout la nuit, un meilleur sommeil, aussi moins de stress à l'école. Et aussi, ça peut améliorer les relations entre enfants-parents, moins de supervision parentale. Donc, il y a beaucoup de choses que les familles ont dit qu'ils ont trouvé mieux avec le système AI. Donc, finalement, pour finir, je pense que quand on pense au diabète, on pense, comme j'ai dit au début, souvent au contrôle et à l'hémoglobine glycée étant dans le cible. Et on doit regarder au-delà des chiffres. Donc, qu'est-ce que ça peut vous amener? Une tranquillité d'esprit, moins de calculs mentaux, moins d'alarmes, moins de décisions qu'on doit prendre constamment, un meilleur sommeil, liberté et flexibilité dans la vie, plus de confiance, faire d'exercice, voyager, manger sans aller au restaurant, améliorer la qualité de vie, moins de détresse diabétique, diabetes distress, et peut-être un feeling un peu plus de contrôle avec l'aide de technologie, moins de hyper extrême, surtout durant la nuit. Et aussi, on peut se sentir supporté par la technologie. Et au plus, ça peut amener les familles plus proches, hein, quand on a moins de stress entre, moi je vois ça en pédiatrie souvent, entre parents-enfants, les parents disent prends ton insuline, ça peut causer beaucoup de conflits, ça peut actuellement aider des relations. Donc, il y a des choses des bénéfices qui ne sont pas mesurés par un chiffre, mais des bénéfices que les familles vivent. Et je pense que tout le monde qui vit avec le diabète savent que c'est quelque chose dans notre cerveau 24 heures sur 24, chaque minute de la journée. Et j'ai dit au début de cette présentation, j'adore ma population de patients qui ont le diabète, sont vraiment mes héros. Ils gèrent quelque chose que je ne peux pas, je ne le vis pas, donc je ne peux pas vraiment le comprendre. Mais si on peut aider, changer ça et réduire le stress mental, de la gestion de glycémie, c'est une technologie vraiment incroyable.
En même temps, je dois dire que c'est aussi pas pour tout le monde et j'ai des patients qui disent je ne veux pas le porter. Je ne vais jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose s'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Mais j'ouvre la discussion à tous les rendez-vous parce que je veux que tout le monde a l'opportunité équitable, malgré leur contrôle de base, malgré leur situation socio-économique, malgré leur habilité, aptitude en mathématiques et calcul de lucide. Je pense que c'est une technologie qui doit être encouragée chez tout le monde qui vit avec le diabète si c'est quelque chose qu'ils veulent. Donc, avec ça, je vais finir et je vais laisser le temps pour des questions. J'espère que je serai capable à répondre à vos questions et je vais ouvrir la parole à tout le monde. Parfait, merci. Ouais, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, mais aussi lever la main et on peut vous entendre aussi, entendre vos questions. Alors, on va Et je attendre un vais peu. dire, donc, Olena a demandé pour le G7. Donc, quand j'ai eu des patients qui étaient sur le système automatisé avec des problèmes de G7, on est revenu au J6 souvent. OK. Je vois une autre question dans le chat. Un conseil concernant la pompe pour mon fils de 10 ans. Quoi sera le meilleur pour lui? Donc, même s'il n'est pas totalement autonome, une pompe comme on recommande des pompes même chez des très petits, très jeunes. Mais la chose vraiment importante, c'est est-ce que lui, il est prêt à porter ça? Et parce que je pense qu'on ne peut pas forcer un enfant à faire quelque chose, mais si ça l'intéresse de le porter, ça ne lui dérange pas de porter quelque chose. Ça peut être vraiment safe, puis on peut enseigner les proches aidants à l'école, à l'aider. Aussi, avec plusieurs des capteurs, les parents peuvent aussi suivre leurs données. Il y a même des systèmes où les parents peuvent faire des bolus à distance et tout. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le fait qu'il n'est pas encore autonome, c'est pas une contre-indication. Ça veut dire qu'on peut encore faire une pompe automatisée, une pompe à l'insuline, même s'il n'est pas complètement autonome. Comme le petit garçon de 13 mois qui était hospitalisé aux soins intensifs. Ah, OK. Donc, l'autre question, est-ce qu'on peut montrer comment se porte la pompe, une image plus détaillée ou bien la vidéo? On peut montrer je peux chercher une image et voir si je peux partager ça sur l'écran. Donne-moi 2 minutes. Je vais essayer. Voilà. OK. Let me share. Mhm. Voilà. OK. Bon. Donc, voilà des pompes différentes. OK. J'ai juste comme fait un Google Search. Mais ça, c'est des pompes avec la tubulure. Donc, la pompe est comme comme la taille d'une petite pagette. Puis, il y a une tubulure et on peut mettre la tubulure sur le ventre, ça peut être sur les cuisses, sur les bras. Donc, ça, c'est une pompe avec la tubulure et le patient peut aussi porter un capteur. Ça, c'est le Omnipod. Le Omnipod, je vais juste voir si on peut voir quelqu'un qui porte un Omnipod. Parce que ce sont toutes des personnes qui portent des pompes avec la tubulure. Je vais trouver une Omnipod. J'espère que vous pouvez voir mon écran encore. Voilà, ça c'est un pod. Donc, ça vous donne une idée de comment on peut visualiser ça. Souvent, avec des enfants,
une bonne chose des fois de voir un autre enfant qui porte pour vraiment le voir sur quelqu'un d'autre. Et donc, quand j'ai une patiente qui ne sait pas, a des hésitations, j'essaie de montrer un autre enfant qui porte. Aussi, moi, j'ai été directrice du camp Caroanis durant plusieurs années. Camp Caroanis, c'est un camp pour les enfants qui vivent avec le diabète, ici à Montréal, proche de Montréal. Il y a des camps partout, à Québec, à Ottawa, et tout, des superbes camps. Et ça, je trouve, c'est un endroit extraordinaire pour les enfants de voir qu'est-ce que les autres enfants utilisent. Oh, ça m'intéresse ça, je veux aussi faire ça. Donc, ça, c'est une opportunité de les montrer. Qu'est-ce que ça veut dire une pompe à l'insuline? Pour nous, chez nous, au Children's, on fait une séance d'information de pompe. Donc, quand une famille, ça les intéresse, si on veut procéder, c'est actuellement une prérequis. Ils doivent aller aux séances d'information en premier pour avoir un peu d'éducation de base. Qu'est-ce que ça veut dire la pompe? Ils regardent des pompes différents avant de faire leur choix. Donc, c'est important de ne pas juste faire un choix sans vraiment savoir et regarder. Donc, comme j'ai mentionné, c'est important de aussi regarder tous les pompes avec toutes les compagnies. Même si on pense qu'on veut un selon les images, c'est important de voir chacun, de toucher chacun et de faire la décision. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour vos questions. Ouais, je sais que beaucoup de gens ne savent pas trop par où commencer quand il s'agit des pompes, des dispositifs pour le diabète, ou même s'ils pensent de changer leur pompe. Alors, mais c'était vraiment utile d'avoir l'information ce soir. Même que vous avez dit, Prita, c'est à nos marches aussi. Nos marches par CDT1 à travers le Canada, on a tout le temps un rassemblement d'enfants, puis tout le monde se parle souvent de leurs dispositifs, des différentes pompes. Alors, c'est tout le temps bien d'être ensemble, comme tout, vraiment. C'est ça, mais merci beaucoup pour l'information et merci à tous d'être venus ce soir. Nous espérons que vous avez trouvé cette conférence informative et engageante. Veuillez partager vos commentaires afin que nous puissions continuer à vous fournir du contenu utile et solidaire. Alors, merci à tout le monde. Merci, Prita. Et ouais, bonsoir tout le monde.